On est parti avec un sujet qui est le suivant, cyber-résilience. Vos accès et identités sont-ils prêts face aux menaces de demain? Et pour en parler, à mes côtés, Monsieur Eli Elayek de la société Beyond Trust. Monsieur Elayek, la place est à vous, vous avez une trentaine de minutes. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Donc moi c'est Eli Elayek. Je suis ingénieur solution chez Beyond Trust. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Beyond Trust c'est un éditeur de logiciels américain. On est leader sur le marché sur la sécurisation des accès privilégiés. Notre objectif c'est d'aider à travers une plateforme unifiée les entreprises qui est centrée autour des identités, d'aider les entreprises à se protéger face à tous les chemins qui mènent vers les privilèges. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, tout d'abord, on va passer sur l'évolution de paysage des cybermenaces. L'objectif, c'est de parler de quelques chiffres clés pour introduire 3 cas d'usage. Ce sont 3 cas d'usage pour lesquels nos clients nous sollicitent beaucoup et qui sont très importants aujourd'hui. Les accès tiers mainteneurs, surtout avec la directive NIS2 qui met l'accent beaucoup sur la sécurité de la supply chain. Le deuxième cas d'usage, c'est sur la sécurisation des environnements OT, qui devient de plus en plus important et ça revient en surface, surtout avec la convergence entre les environnements IT et OT. Et finalement, la sécurisation des ressources cloud. Donc l'objectif, c'est de parler un petit peu des risques et défis qu'on a pu collecter aussi à travers les projets sur lesquels on travaille avec nos clients et d'en parler aujourd'hui. Ensuite, quels sont du coup les résultats optimaux qui doivent être attendus face et pour répondre à ces 3 cas d'usage, pour finir à la fin par la solution Privileged Remote Access qui permet de répondre et de résoudre et de proposer des solutions à ces différents cas d'usage. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, 2 chiffres clés à retenir. 76% des comptes cloud vendus sur le dark web sont des comptes RDP et 80% des attaques par ransomware exploitent le RDP. Donc, un des exemples duquel on a beaucoup parlé, en fait, c'est celui de l'attaque sur le Colonial Pipeline qui a exploité un compte RDP pour perpétuer une attaque au niveau de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut noter aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un attaquant, il va chercher les failles les plus accessibles pour perpétuer une attaque. Et donc, par rapport à ce cas d'usage en particulier, un attaquant, sans compromettre votre périmètre de sécurité, à travers un compte RDP, il peut perpétuer une attaque au sein du réseau de l'entreprise. Le deuxième chiffre, c'est 182. C'est en moyenne le nombre de vendeurs qui se connectent chaque semaine à une organisation type. Qu'est-ce qui nous dit ce chiffre? C'est qu'aujourd'hui, la sécurité de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement, devient de plus en plus important avec beaucoup de connexions vers votre réseau interne, beaucoup de connexions qui souvent ne sont pas monitorées à travers, par exemple, une connexion VPN où on n'a pas d'auditing, on n'a pas de collecte au niveau des actions qui sont menées par les tiers mainteneurs. Et donc l'objectif, à travers les cas d'usage qu'on va traiter tout à l'heure, c'est de comprendre ces cas d'usage, comprendre les risques et voir comment on peut y répondre. Premier cas d'usage, c'est celui qui est lié aux risques liés aux accès tiers mainteneurs. Donc, un des exemples duquel on peut parler, c'est l'attaque sur l'entreprise Target. Cette attaque a commencé par un identifiant compromis chez un fournisseur de l'entreprise Target aux États-Unis. Et à travers une attaque qui a commencé chez le tiers mainteneur, l'attaquant, à travers une porte dérobée, a pu perpétuer l'attaque au niveau du réseau de l'entreprise Target. Donc, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette attaque? Donc, souvent, les accès de type tout ou rien, comme les accès VPN, qui peuvent être utilisés pour donner un accès à un tiers mainteneur, ça ne permet pas d'avoir un auditing, un contrôle granulaire des accès, un contrôle fin des accès vers vos ressources les plus critiques, un partage d'identifiants aussi
de compte d'identifiants vers des ressources les plus critiques qui se fait d'une manière non sécurisée, avec un stockage souvent qui n'est pas sécurisé de ces identifiants les plus critiques. Et la difficulté finalement, puisqu'on a ces deux éléments, de respecter les directives en vigueur. Donc, il y a pas mal de directives aujourd'hui sur lesquelles les entreprises et pour lesquelles les entreprises doivent suivre. La plus récente et de laquelle on parle beaucoup, c'est celle de NIS 2, qui touche aussi beaucoup tout ce qui est en rapport avec la chaîne d'approvisionnement, mais aussi les acteurs industriels. Le deuxième cas d'usage, ce sont les risques liés aux accès OT. Donc, un exemple aussi pour ce cas d'usage, c'est l'attaque qui a été menée sur une centrale électrique ukrainienne. Donc cette attaque, elle a commencé sur un environnement informatique, donc c'est sur l'IT. Et aujourd'hui, avec la convergence entre les environnements IT et OT, l'attaquant a pu ensuite compromettre des systèmes et d'automates qui sont dans leur environnement industriel. Et donc ce qui a mené à une coupure d'électricité pour 230 000 Ukrainiens. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette attaque-là? C'est qu'avec la convergence IT-OT, la surface d'attaque elle est de plus en plus étendue, plus difficile à contrôler. Surtout lorsqu'on parle d'environnement OT, c'est souvent des systèmes OT legacy avec des contrôles de sécurité assez faibles qui peuvent être anciens, pas mis à jour depuis plusieurs années. Donc, ce qui peut mener et ce qui peut faciliter en fait des attaques et des compromissions au niveau de ces systèmes, avec un manque de segmentation et de surveillance du réseau au niveau des environnements OT. Troisième cas d'usage, ce sont les risques liés à l'accès aux ressources cloud. Donc, en 2018, Tesla a eu une attaque sur un cluster Kubernetes qui est mal supervisionné et mal contrôlé, ce qui a permis en fait à l'attaquant de prendre le contrôle de l'ensemble de ce cluster. Donc là aussi, il faut pour les ressources cloud avoir un contrôle d'accès qui soit centralisé. Particulièrement, par exemple, dans l'exemple de ce cluster Kubernetes, pouvoir auditer en fait ces accès et, si possible, avoir un accès natif depuis une solution pour pouvoir accéder à des ressources cloud, que ce soit dans AWS, dans Azure, donc tous les clouds publics. Le deuxième élément, c'est pouvoir auditer ces accès aussi. Donc aujourd'hui, surtout dans des environnements cloud qui sont très complexes, il est difficile d'auditer ce type d'accès. Et on voit de plus en plus chez nos clients apparaître un problème, c'est le shadow IT dans le cloud avec des développeurs ou une population de DevOps qui peuvent créer en fait des machines virtuelles, des containers en fait dans le cloud et d'une manière non contrôlée. Quels sont les résultats souhaités du coup pour répondre à ces trois cas d'usage? Donc tout d'abord, il faut en fait avoir une solution qui permet de sécuriser d'une manière granulaire l'ensemble des ressources, qu'il s'agit en fait dans les environnements IT, mais aussi les environnements OT, pour tous les utilisateurs, internes et surtout les tiers mainteneurs. Pouvoir aussi contrôler, avoir de la visibilité sur toutes les activités qui sont menées par les administrateurs, par les tiers mainteneurs qui accèdent aux ressources, avec une prise de vidéo complète de toutes les actions qui ont été menées pendant une session, et un déploiement qui soit flexible pour s'adapter à la stratégie de l'entreprise. Donc il s'agit d'un déploiement on-premise ou cloud, avec un déploiement à iso-fonctionnalité pour les deux. Donc, par rapport à ces trois cas d'usage et les résultats optimaux attendus, on va parler de la solution Privileged Remote Access de BeyondTrust qui permet de répondre en particulier à ces problématiques-là. Donc, en résumé, la solution PRA permet en fait d'assurer un accès sécurisé à distance,
sans VPN, c'est une solution VPN-less. On va parler aussi, et on va le voir pendant la démo, d'un groupe fournisseur qui va permettre de traiter l'ensemble du processus d'onboarding et d'offboarding d'une manière automatique pour les tiers mainteneurs. C'est assez important parce que ça pose beaucoup de problèmes chez les entreprises avec un manque de contrôle sur les fournisseurs, qui est parti, qui reste, etc., avec des comptes qui restent présents, des comptes dormants et qui ne sont pas en fait offboardés en fait, au niveau des entreprises. Un contrôle d'accès just-in-time avec des workflows d'approbation qu'on peut mettre en place, avec la proposition de mettre en place une plage d'accès par rapport à des ressources critiques. Tout ça, c'est contrôlé. Il y a un audit complet aussi de l'ensemble des sessions qui sont faites par les administrateurs pour avoir une visibilité, un contrôle complet au niveau des sessions. Une authentification renforcée, qu'il s'agit à travers le MFA local de la solution. On peut activer le MFA local qui est inclus dans l'appliance. Donc il s'agit d'un serveur TOTP qui est intégré à l'appliance BeyondTrust ou par l'intégration avec votre propre IDP. Donc les deux sont possibles. Et finalement un coffre-fort. L'objectif, c'est de ne pas exposer des identifiants, des mots de passe critiques à des tiers mainteneurs, les partager d'une manière non sécurisée ou un stockage qui est non sécurisé de vos mots de passe les plus importants. En termes d'architecture, pour finir, donc sur cette architecture, je représente les deux modes de déploiement. Donc il y a le déploiement on-prem avec une appliance qui peut être déployée en fait en DMZ derrière un firewall. Donc l'appliance PARA va jouer le rôle d'un concentrateur VPN qui permet un accès depuis l'intérieur du réseau comme l'extérieur du réseau, un accès VPN-less. Et donc à gauche, il y a aussi le déploiement cloud. Ça va fonctionner de la même manière, sauf que pour un déploiement cloud, ça sera hébergé par BeyondTrust. Les tiers mainteneurs vont se connecter à une console. Une fois connectés, il y a deux types de connexions possibles par rapport aux ressources. La première, elle est basée sur un agent, donc qu'on appelle Jump Client, qui peut être installé sur des machines et des serveurs Windows ou Linux, ou bien une connexion, une authentification agentless basée sur un jump point. Dans ce cas-là, on va privilégier des protocoles legacy type RDP, VNC, SSH, du WebJump natif. Donc on va pouvoir se connecter à des interfaces web d'une manière native sans gérer une architecture ou une infra RDS à côté. Dans les deux cas, l'élément central de l'architecture, c'est que tous les flux sont des flux sortants depuis les serveurs cibles ou depuis le jump point vers l'appliance BeyondTrust. Donc on fait qu'un tunnel SSL, donc c'est des flux TCP 443 sortant vers l'appliance. Je vais passer maintenant à la démo. Est-ce que vous la voyez? Ça va être OK. Alors, donc, dans la démo, l'objectif, c'est de traiter en fait les trois cas d'usage qu'on a vus tout à l'heure à travers la démo. Donc là, je suis sur un formulaire qui peut être fourni à un tiers mainteneur pour créer lui-même en fait ses comptes. On peut appliquer pas mal de règles de sécurité par rapport à cette création de compte, comme du MFA, comme par exemple aussi limiter les domaines d'adresse mail depuis lesquels il peut se connecter pour éviter d'avoir des adresses mail en Gmail. C'est ce qu'on va voir dans la démo. Donc là, en fait, l'inscription sera bloquée parce que ça ne respecte pas le domaine d'adresse mail pour l'inscription. L'objectif, c'est qu'une fois le tiers mainteneur est inscrit, vous allez recevoir une notification selon le responsable qui doit valider la création de ces comptes. Et donc, une fois créé, maintenant, la personne qui a créé son compte va hériter l'ensemble des autorisations qui sont appliquées à ce groupe de tiers mainteneurs. Donc là, une fois l'inscription est faite, l'objectif, c'est de valider l'inscription en question et puis de permettre la connexion à travers la console. Vous avez la possibilité aussi d'avoir
d'avoir comme un accord de connexion. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être modifié pour valider ou accepter l'accord de connexion par rapport à votre entreprise. Une fois c'est accepté, maintenant la personne peut utiliser son compte pour établir la connexion. Le compte qu'on vient de créer tout à l'heure. Donc sur ce compte, j'ai appliqué du MFA. Donc le MFA, en fait, c'est un MFA local à la solution. On utilise du TOTP, donc c'est compatible avec n'importe quelle application qui permet de générer en fait un code à usage unique qu'on pourra le fournir pour établir la connexion. Donc là, en fait, le tiers mainteneur, il a pu se connecter. Donc vous n'avez pas à gérer la création de ces comptes du côté du tiers mainteneur. Et il pourra hériter automatiquement des autorisations. Quels sont les serveurs auxquels il aura accès automatiquement une fois il est connecté à la console? Donc en général, si on est un tiers mainteneur sur un environnement OT, je peux avoir accès à des serveurs Windows, établir des connexions par exemple RDP sur des serveurs, peut-être des connexions en SSH sur des serveurs Linux, et on va voir aussi une connexion vers une connexion qui utilise ce qu'on appelle chez nous le network tunnel. On va le voir tout à l'heure. Donc là, la première connexion, c'est une connexion vers un serveur RDP. Sur cette connexion, j'ai un workflow d'approbation. Donc, j'aurai à fournir la raison pour laquelle je dois en fait établir cette connexion, l'heure de la demande, à partir de quand j'ai besoin de la connexion et pour quelle durée de connexion. Donc ça, c'est pour ajouter un contrôle supplémentaire par rapport à la connexion. Donc ce qu'on voit en fait à droite, c'est que c'est une demande en attente de validation de la part d'un responsable. Une fois la demande elle est validée, donc on reçoit une notification et donc ce bouton en orange va tourner en vert pour indiquer que la demande a été validée. Donc maintenant, je peux ouvrir une session RDP. Le mot de passe, il est automatiquement injecté dans la session. Donc je n'ai pas à connaître le mot de passe de la session. Je n'ai pas à l'exposer ou le partager avec le tiers mainteneur. Il est automatiquement utilisé et indiqué au niveau de la session. Ce qu'il faut noter aussi à travers la solution PRA, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur la collaboration. Donc j'ai la possibilité de travailler à plusieurs dans une session, c'est quelque chose qui est très important, surtout pour ne pas bloquer la productivité. Donc je peux ouvrir ou créer un lien que je peux partager avec d'autres personnes et travailler à plusieurs sur une session. Ça peut débloquer certaines situations où je suis un administrateur interne, je suis connecté à un serveur et j'ai besoin d'un tiers mainteneur pour venir m'aider sur une session donnée. La deuxième connexion, c'est une connexion SSH. L'objectif, c'est de montrer toutes les possibilités à travers le produit. Donc là, j'ouvre une connexion SSH. Donc pareil, l'identifiant, le compte qui est utilisé sera injecté automatiquement dans la session. Ça peut être une clé SSH comme un identifiant, un mot de passe.
Je peux aussi appliquer certaines permissions au niveau de la session. J'ai le transfert de fichiers qui est inclus depuis la console. Ça peut être efficace pour des fichiers très volumineux, pour l'envoi de fichiers très volumineux. Je peux aussi appliquer des filtrages au niveau des commandes qui sont utilisées par le blocage de certaines commandes Linux. Le deuxième cas d'usage, c'est le network tunneling duquel on a parlé. Ça permet d'établir une connexion vers n'importe quel équipement OT dans les environnements OT. Donc ça va fonctionner comme une règle VPN sur laquelle je définis quelles sont les adresses IP que j'autorise et sur quel port TCP ou UDP. Donc là, en particulier, je tunnelise le DNS. Je n'ai pas un automate dans ma démo. Donc je vais tunneliser le DNS et puis vérifier que le tunnel est bien ouvert à travers mon terminal de commande. On va vérifier avec la commande NSLOOKUP sur l'adresse IP en .52 et .54 pour vérifier que le tunnel est bien ouvert par rapport au DNS. Donc là, j'ai une réponse positive de la part du DNS. Sur l'adresse IP aussi, .54, pareil. Par contre, si je teste l'ICMP avec un ping vers une de ces adresses, comme ce n'est pas un port qui est autorisé, je n'aurai pas de réponse. Donc ça permet de sécuriser aussi les accès vers tout type d'équipement, puisqu'on va fonctionner sur n'importe quel port TCP ou UDP. On a la possibilité d'atteindre au final n'importe quel type d'équipement à travers ce type de tunnel. On va finir la démo sur la partie sécurisation des ressources cloud avec deux cas. Le premier, c'est pour voir une connexion vers une interface web en HTTPS. Donc, en l'occurrence, ça sera vers une connexion AWS. Donc, tout ce que vous avez besoin d'avoir, c'est l'URL à laquelle vous devez vous connecter, puisque la connexion HTTPS, elle est native avec la solution PRA. Donc là, tout ce que j'ai besoin, c'est uniquement l'URL, pas d'architecture RDS à gérer aussi à côté. Donc là, j'établis la connexion et je peux travailler aussi sur ma session web. Donc pareil, injection de mot de passe automatique dans ma session. Et donc, je peux monitorer aussi toutes les sessions en HTTPS avec la solution PRA. Dernier cas d'usage, c'est pour parler aussi du cluster Kubernetes, donc par rapport à l'exemple qu'on a vu pendant la présentation. Donc avec le cluster Kubernetes, on va pouvoir faire la même chose. Donc là, je vais injecter en fait un token pour ouvrir le tunnel vers le cluster Kubernetes. Une fois il est ouvert, je vais utiliser une variable qui me permet en fait d'établir la connexion à ce cluster, surtout pour des populations DevOps. Et donc vérifier que je peux accéder à mes pods au niveau de ce cluster, je peux créer des pods, je peux supprimer mes pods et tout cela est monitoré. J'ai la collecte en fait des logs, qu'est-ce qui s'est passé pendant la session, et aussi une prise de vidéo complète et un auditing complet de ma session. On arrive vers la fin de la démonstration. Merci pour votre attention. Je ne sais pas combien il reste de temps, je n'ai pas vérifié. On a encore 5 minutes. 5 minutes, on a donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, on est présent au stand B10, Beyond Trust. Donc n'hésitez pas à venir nous parler de vos projets et discuter si vous avez tout type de questions. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur El Hayek, on peut applaudir. Et effectivement, que vous pouvez retrouver.